me pardonnerez de ne pas me lever, mais mon cœur, vous comprendrez, mon cœur. Je vois que vous êtes parti de bon matin, et vous avez eu raison. C'est la bonne heure pour voyager. Vous allez à Capoue. À Capoue? Ah, Capoue. Quelle ville formidable, ravissante, charmante, un véritable petit bijou. Vous allez sans doute rendre visite à un parent. Sans doute. Eh bien, je ne suis pas un simple mendiant. Voyez plutôt en moi un guide, un commentateur, un modeste pourvoyeur de justice et de punition. Je connais l'histoire de cet homme. Et si vous me donnez quelques dénarius, je suis prêt à vous la raconter. Voici l'histoire de cet homme. Cela a dû t'agacer, tous ces suppliciés, Quel supplicié? ces esclaves crucifiés, Pourquoi m'agacer? toute cette viande fraîche, gâchée. Ah! M'agacer n'est pas le mot. J'ai horreur du gaspillage. Du gaspillage? Comment cela? Mais ils étaient vigoureux, ces hommes de Spartacus. Et bien nourris. Mettons qu'ils pesaient 150 livres chacun. Et il y en a plus de 6000, accrochés là comme des oiseaux empaillés. Cette croix-ci est pour ainsi dire symbolique. Entre ici et Capoue, savez-vous combien il y en a? 6472. Cela fait 900 000 livres de viande fraîche. Celle-ci est un symbole. Le symbole d'un symbole, si on peut dire. Et pourquoi n'as-tu pas fait une offre? Ben, j'en ai fait une. Mais il n'était pas vendeur. J'ai pu acheter 250 000 livres. D'hommes. D'outils. D'outils inutilisables. On ne l'a pas placé là sans raison. La raison en nom Rome, et Rome est raisonnable. Est-ce Spartacus? Oh non, ma chère, ce n'est pas Spartacus. On n'a jamais retrouvé son cadavre. On l'a taillé en pièces. Ah, mais c'est une image bien terrible pour des cœurs aussi forts. Mais c'est la vérité, la pure vérité. Et voilà maintenant qu'on raconte que Spartacus n'a jamais existé. Est-ce que j'existe? Est-ce que vous existez? Y a-t-il ou n'y a-t-il pas 6472 cadavres crucifiés tout au long de la voie à pied entre Capoue et ici? Y sont-ils ou non? Ils sont bel et bien là. Et permettez-moi encore une question, mes jeunes amis. Pourquoi si nombreux? Un exemple est un exemple, mais pourquoi 6472? Les canailles le méritaient? Regardez cet homme. C'est Perthrax, un des lieutenants de Spartacus. Je l'ai vu mourir. J'étais assis là, et je l'ai vu mourir. Et vous serez surpris d'apprendre le nombre de gens qui sont venus le regarder. Oh, je vous assure que le spectacle a valu le déplacement. Et bien sûr, je ne peux pas leur demander de l'argent. Mais les gens acceptent volontiers de donner un peu de dénarius si leur donnait quelque chose en échange. Les bons comptes font les bons amis. Et j'ai pris la peine de m'informer. Vous autres, gens bien-nés, vous menez une existence très très protégée. Sinon, la jeune dame aurait su que Spartacus avait été taillé en pièces si bien qu'on n'a rien retrouvé de lui. Spartacus avait les meilleurs soldats d'Italie. Regardez notre ami qui est là, par exemple. Cela lui a pris 4 jours pour mourir. Il aurait mis bien plus de temps encore si on n'avait pas ouvert une veine pour le Seigneur. Vous ne savez peut-être pas, mais c'est comme ça que l'on fait quand on veut les crucifier. Ou bien on les saigne, ou bien ils gonflent comme une outre. Et si on les saigne bien comme il faut, alors ils dessèchent bien comme il faut et ils peuvent rester accrochés là pendant 1 mois. Sans autre inconvénient que de sentir un petit peu. C'est comme pour faire de la viande fumée. Vous comprenez? Je les ai fumés, passés au hachoir, mélangés à de la viande de porc, assaisonnée de sel et de quelques épices dont j'ai la recette. Oh. La moitié destinée à la Gaule, l'autre moitié pour l'Égypte. Et à un prix raisonnable. Je trouve tes plaisanteries déplacées. Mais je ne plaisante pas. La jeune dame a posé une question, je lui ai répondu. J'ai acheté 250 000 livres d'esclaves pour en faire des saucisses. C'est la chose la plus horrible et la plus dégoûtante que j'ai jamais entendue. Ta grossièreté naturelle a pris une étrange tournure. Oh, pardonnez-moi. Celui-là. Demande à ton oncle Silius. C'est lui qui a mené la négociation. Et il s'est taillé une jolie part dans l'opération. Celui-là était un acharné, plein de défiance et de fierté. Mais ça n'a pas duré. Le premier jour, il était accroché là, et il a brevet d'injures tous les honnêtes citoyens qui venaient le regarder. Des injures abominables, à écorcher les oreilles des dames. Forcément, ils n'ont pas d'éducation. Un esclave ne sera jamais qu'un esclave. Mais le second jour,
Il s'est tu. Plus un mot, plus rien. Mais vous voudriez peut-être savoir quels ont été ses derniers mots. Quoi donc? Je reviendrai. Je reviendrai et je serai des millions. Caius? Qui êtes-vous? Êtes-vous Caius? Pourquoi? Je m'appelle Sophia. Vous ne me connaissez pas, mais nos histoires sont liées. Quelles histoires? Il y a 20 ans de cela, vous étiez à la Villa Salaria, n'est-ce pas? Sortez. Sortez d'ici. Monsieur. Et vous? Marcus Tullius Cicéro. Oui, Cicéro est de passage pour la nuit. Mesdames, je vais vous conduire jusqu'au commun où vous pourrez passer la nuit. Suivez-moi. Et ensuite, nous pourrons dîner. Je vais m'allonger un petit peu. Voulez-vous me suivre, jeune homme? Volontiers. Caius? Bonjour. Vous êtes bien Caius? Oui, pourquoi? Je m'appelle Sophia. Il y a 20 ans de cela, vous étiez à la Villa Salaria, n'est-ce pas? Non, attendez, mon histoire est liée à celle de Spartacus. J'ai besoin de comprendre certaines choses de mon passé. Depuis un mois, je cherche à collecter un maximum d'informations sur lui. Et en fouillant un peu, j'ai trouvé ce livre. Je me mêle à vous. Ce sont les écrits de Cicéro? Oui, et dedans il fait souvent référence à la Villa Salaria. D'après ce livre, vous alliez régulièrement dans cette villa. Il y avait côtoyé des personnes de pouvoir, dont le général Crassus. Il était l'ennemi de Spartacus pendant la guerre. Il vous a peut-être dit des choses qui ne sont pas dans ce livre. Vous venez de Rome par la voie à pied? Oui. Et nous repartons demain pour Capoue. Les croix ne vous ont pas gêné? Non, non, non. Elles ne nous ont pas gênés. Oh, les femmes se sont contentées de tirer le rideau de leur litière. Non, moi j'étais plutôt curieux de les voir, à vrai dire. Non, c'est les esclaves qui paraissaient avoir la nausée. Sans doute imaginait-il à la place des suppliciés. Et crois-tu que les esclaves peuvent avoir de l'empathie? Je crois que oui. Vraiment. Quelle est donc la formule si chère à Cicéron? L'esclave est l'instrumentum vocale, par opposition à l'animal. Instrumentum semi-vocale. Et au simple outil que l'on pourrait appeler instrumentum motum. C'est une façon très habile d'établir la distinction. Et Cicéro, j'en suis sûr, est un fort habile homme. Mais il n'a pas eu, comme moi, combattre Spartacus. Il n'a pas passé des nuits blanches à deviner les pensées de Spartacus.
Quand on se bat contre eux, on devine tout d'un coup que les esclaves sont un peu plus que de simples instrumenta vocalia. De quoi sais-tu? Qui cela? Spartacus. Pas vraiment. Personne n'est capable de faire un portrait de lui. Ceux qui auraient pu le faire sont maintenant crucifiés. Je ne me suis jamais très bien habitué à me faire palper ainsi par les femmes. Tu aimes ça? Ah, je n'ai jamais vraiment beaucoup réfléchi. Jolie brune fille. Spartacus était une énigme, aussi bien pour moi qu'il l'est pour toi. Je ne l'ai jamais vu, malgré tout le tintouin qu'il m'a donné. Tu ne l'as jamais vu? Jamais. Mais cela ne veut pas dire que je ne le connaissais pas. Certains composent de la musique. Moi, j'ai composé un portrait de Spartacus. Et comment était cette image recréée? La guerre est finie. Pourquoi vouloir ressasser le passé? J'ai Non, besoin mais de vous connaître savez, à la l'histoire. Villa Salaria, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Nous venions pour boire, manger, nous reposer. Mais racontez-moi. une charrue. Aucun cheval ne pourrait supporter le traitement à peine humain qu'on fait subir aux esclaves. Mais on obtient de bien meilleurs résultats avec un esclave. Et puis, un cheval vaut cher. Et si tu utilises des chevaux, les esclaves les abîmeront. C'est-à-dire, Les esclaves n'ont aucun respect pour rien de ce qui appartient à leur maître, si ce n'est leur propre personne. Allons-nous parler des esclaves toute la soirée? Et pourquoi pas? Nous en sommes en permanence entourés. Et nous sommes l'unique produit de l'esclavage. Notre hôtesse, Julia, vit sur cette immense exploitation que je lui envie, mais par la grâce d'un millier d'esclaves. Crassus est la coqueluche de Rome grâce au soulèvement des esclaves qu'il a su réprimer. Gracchus tire du marché des esclaves un revenu que je n'essaye même pas d'évaluer. Et ce jeune homme, il est encore plus directement le pur produit des esclaves. Parce que ce sont eux qui l'ont élevé, nourri, promené, soigné. et toi, Cicéron? Pour moi, tu sais, ils ont toujours constitué un problème. Oui, de nos jours, pour vivre décemment à Rome, il faut un minimum de 10 esclaves. Et les acheter, les loger, les nourrir. Et voilà le problème. Je ne suis pas d'accord avec toi, Cicéron. Nous ne sommes pas le produit des esclaves. T'ai-je vexé?
ne se vexe. Nous sommes entre gens de bonne compagnie. Non, tu ne m'as pas vexé. Tu m'intrigues. Mais voyons, regarde autour de nous. Quelle est l'essence même de notre existence? Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes le peuple romain. Nous sommes les premiers à avoir compris l'usage que l'on pouvait faire des esclaves. Il existait pourtant des Romains, des esclaves avant Rome. Oui, à Carthage, en Grèce, quelques-uns par-ci par-là. Mais nous avons détruit Carthage, nous avons détruit la Grèce. Chaque Grec avait un esclave, quand un Romain en a 20. Nous vivons maintenant dans un pays d'esclaves. Et Spartacus est notre plus grande réussite. N'est-ce pas, Crassus? J'ai toujours cru que c'était l'enfer qui avait produit Spartacus. Pas du tout. Bon, en tout cas, aujourd'hui à Rome, il y a des esclaves. Alors, quelle solution proposes-tu, Cicéron? De comprendre la situation. Pourquoi? Parce que sans cela, ils nous anéantiront. Sur les terres où nous sommes là actuellement, il y avait jadis environ 15 000 paysans. Ces paysans étaient capables de produire tout l'orge nécessaire pour nos soldats en guerre. Ils étaient non seulement de bons fermiers, mais aussi de bons soldats quand on avait besoin de renforts. Eh bien aujourd'hui, nos esclaves ne sont même pas capables de produire l'orge nécessaire que faisait un paysan quand il cultivait sa terre. Ils n'en produisent même pas la moitié. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables d'en produire autant? Parce qu'ils n'en ont pas l'envie. Voilà! Parce qu'ils n'en ont pas envie. Et pourquoi cela les intéresserait-il? Quand on travaille pour un maître, le seul but que l'on ait dans la vie, c'est de saboter le travail. Alors ils rompent leurs faux, ils brisent leurs fléaux. Et chez eux, le gaspillage est devenu un principe. Voilà ce que nous avons créé à notre image. Nous vivons maintenant dans un pays d'esclaves. Et c'est là la base et l'essence même de notre vie. Toute la question de notre liberté, de la liberté humaine en général, sera déterminée par l'attitude que nous adopterons vis-à-vis de nos esclaves. Ah, ce ne sont pas des créatures humaines, ce sont des outils. Des outils qui parlent, soit, mais quand même, des outils. 6000 de ces outils jonchent la route de Rome. Ce n'est pas du gaspillage, c'est une nécessité. Mais j'en ai par-dessus la tête d'entendre parler de Spartacus, de son courage, et même, parfois, de sa noblesse. Il n'y a ni courage, ni noblesse chez un chien qui veut mordre les talons de son maître. Qu'est-ce que tu écris? J'écris une monographie sur les guerres serviles. Tu veux dire une histoire? Non. Ce qui m'intéresse, moi, tu vois, c'est le phénomène. On évoque la nécessité de justice pour justifier les croix sur la voie appienne. Mais affirmer une chose n'est pas dire la vérité. Il faut aller plus loin pour comprendre. Certains disent que si on les avait jetés sur le marché tous à la fois, la fortune de plusieurs personnes riches aurait été engloutie. C'est vrai. Mais moi, je veux cerner le sens de la révolte des esclaves. Je veux aller au-delà de l'illusion pour savoir la vérité. On nous parle de telle ou telle guerre, de grandes campagnes, de grands généraux. Mais personne ne se risque de nous parler de la guerre permanente que nous menons face à nos esclaves. Pourquoi est-ce si important? Les croix sur la voie appienne te sont parues sans importance? Elles m'ont rendu malade. C'est qu'elles ont de l'importance pour toi. Mais tout le monde sait tout de Spartacus et de la guerre, on en parle tous les jours autour de nous. Tu crois ça? Je n'en suis pas si sûr. Je ne suis même pas sûr que Crassus en sache grand-chose. Pour nous, Spartacus est un mystère. D'après les documents officiels, il était un guerrier thrace, un voleur de grands chemins, et d'après Crassus, il était né esclave, il venait des mines de Nubie. Qui devons-nous croire? Tous les gens qui ont connu Spartacus sont morts, et qui en parlent le plus, des gens comme moi qui n'y connaissent rien. Et pourquoi pas? Je ne sais rien de lui. Je le hais, c'est tout. Pourquoi? Mon frère aussi le hait. Et toi? Non! C'est un esclave, voilà tout. Mais comment
comment un esclave devient-il Spartacus, le guerrier révolté? Voilà le mystère que j'essaye de résoudre. Je t'ennuie peut-être. Continue. Tout a commencé dans l'enfer des mines. Pour y aller, c'est très simple, il suffit de partir de Thèbes et de remonter le Nil jusqu'à la première cataracte. Déjà, vous êtes en terre du diable. La La végétation a laissé la place au sable, de plus en plus fin. Fin comme de la poudre qui vole dans le vent. La poussière flotte dans cet air brûlant, mais il y a du vent. Vous franchissez maintenant la première cataracte, et il vous faut vous enfoncer dans le désert pour ne plus sentir cette brise légère. Le vent a disparu, la terre est morte, seul l'air chaud vibre. Enfoncez-vous dans ce désert, l'enfer commence là. Cela devient terrible de marcher, de respirer, de voir et de penser. Des falaises noires se dressent devant vous. Approchez, et vous découvrirez que la pierre noire est striée de veines de marbre blanc qui brillent. Le marbre brille parce qu'il est gonflé d'or. Approchez, et regardez. Vous y verrez des hommes, parce que là où il y a de l'or, il y a forcément les hommes. Pour s'enfoncer plus, il vous faut des enfants qui sauront se glisser dans les veines de la montagne. Et quand la pierre est bien grattée, il vous faut des hommes enchaînés au cou pour charger la cargaison. Parmi ces hommes se trouvaient 122 Thraces et Spartacus. Qui est votre chef, Thrace? Allons. Il est bientôt pour le fouet, Thrace. Il m'appelle père. Tu es bien jeune pour qu'on t'appelle ainsi. C'est la coutume de notre pays. Eh bien, nous avons d'autres coutumes ici. Quand un enfant commet une faute, c'est le père que l'on fouette. Tu m'entends? J'entends. Alors écoutez-moi bien, les Thraces. Ce n'est pas drôle ici, mais ça peut être pire encore. Tant que vous vivez, nous vous demandons de travailler et d'obéir. Et quand vous mourrez, nous ne vous demanderons plus grand-chose. Ailleurs, mieux vaut vivre que mourir. Mais ici, nous pouvons vous rendre la mort bien plus enviable que la vie. Vous avez compris?
Au père, dans quel enfer sommes-nous tombés? Tout ira bien. Où sommes-nous, Spartacus? Où sommes-nous? Nous ne sommes pas perdus. Nous nous rappelons par où nous sommes venus. Mais qui se souviendra de nous? Nous ne sommes pas perdus. Mais qui se souviendra de nous? Souvenez-vous que vous venez de Thrace, et votre terre se souviendra de vous. Comme sur la plage, où se brisaient les vagues, en rang serré face au vent d'ouest, bouillonnant d'écume, arraché à l'océan, et courbant l'échine pour se répandre sur la terre, et dispersant au vent ses blancs flocons. Ainsi avançaient les fils de Danaé, marchant sans hésiter vers la ligne ennemie. Quand j'étais enfant, un vieillard m'avait appris à lire. À l'aide de son bâton, il dessinait des lettres dans le sable. Et je devais répéter après lui. Lis. Et instruis-toi, me disait-il. Ainsi, nous autres esclaves, nous aurons une arme. Sinon, nous serons comme des bêtes dans un champ. Le dieu Prométhée a donné le feu aux hommes, mais il leur a aussi donné la capacité de penser. Car en ce temps-là, les hommes étaient près des dieux. Ils pouvaient discuter librement avec eux. Et en ce temps-là, il n'y avait pas d'esclaves. Et ces jours-là reviendront, me disait-il, si tu apprends à lire. Oui, c'est moi. Alors embrasse-moi sur les lèvres, car je meurs, mon père, et ce qu'il reste de mon âme, je veux te le donner. Spartacus a ensuite été acheté par Batiatus, le directeur de l'école de gladiateurs de Capoue. Oui, parce que Batiatus avait pour habitude de se servir auprès d'esclaves dans les mines. Parce qu'après avoir connu l'enfer, un esclave est prêt à tout pour vivre, même à tuer. Une fois, je suis allé à l'école de gladiateurs de Capoue avec un ami. Ce jour-là, nous avons demandé un combat à mort. Batiatus nous a laissé choisir ceux qui allaient s'affronter. Alors nous sommes allés dans la cour, là, tous les esclaves étaient là, en rang et en silence. Puis mon ami s'est approché d'eux, les a observés, il en a pointé un du doigt. C'était Spartacus. Vous avez vu Spartacus? Dieu? Non. Tu crois qu'il y aura un endroit une fois que nous serons morts ici? Non. Alors en quoi crois-tu, Spartacus? Je crois en toi, et je crois en moi. Toi et moi, nous sommes de la viande sur l'étal d'un boucher. En quoi crois-tu encore, Spartacus? En quoi d'autre? Quand un homme va mourir, à quoi reste-t-il? Je suis trop seul et trop loin de chez moi. Je ne me battrai pas contre toi, Spartacus. Est-ce bien l'endroit pour avoir pitié? Je suis fatigué. La seule vertu de l'esclave, c'est de vivre. Nous ne pourrons vivre tous les deux. Et la seule faveur que le sort accorde à l'esclave, c'est que comme pour les autres gens, l'esclave ne connaît pas l'heure de sa mort. Silence!
pas de cœur du tout. Je ne comprends pas. Dans mon pays, comme un homme sans son cœur se remplir de peine, il pleure. Mais chez vous autres, les larmes ont séché. Regarde-moi, que vois-tu? Je vois un homme qui pleure. Suis-je moins un homme pour cela? Ne te tuerai pas, Spartacus. Si nous ne nous battons pas, nous mourrons tous les deux. Alors tue-moi, mon ami, je suis fatigué de vivre, je suis malade de vivre. Silence là-dedans! Gladiateur, ne sois jamais l'ami d'un gladiateur. Spartacus, pourquoi un homme n'est-il? Pour vivre! Pour le deuxième combat, nous avions face à nous Spartacus et notre esclave. Ils sont entrés dans l'arène. Avec leurs armes, le combat pouvait commencer. Et tout est allé très vite. Le gladiateur a poussé un énorme cri, pas Spartacus, hein, mais l'autre. Un cri terrible. Il a jeté son filet. Et là, il y a un des entraîneurs qui est venu pour essayer de l'arrêter. Alors il l'a embroché comme un poisson, il a fait tourner en l'air avant de le jeter, et puis il s'est attaqué à la barrière. Alors là, les gardes sont arrivés en courant pour essayer de l'arrêter. Et ils ont jeté une première lance dessus. Ça n'a pas arrêté. Il a continué de s'approcher vers moi. Ils lui ont jeté une seconde lance qui lui a troué le flanc, mais lui, il ne s'arrêtait pas. Alors une troisième lance a été lancée. Ça lui a troué le dos. Il venait déjà d'avoir atteint ma loge. Et c'est là qu'ils lui ont jeté une quatrième lance qui lui a brisé la nuque. Et l'esclave s'est écroulé à mes pieds. À l'horreur. Serre-moi tout contre toi et tu ne rêveras plus. Farinia, est-ce qu'il t'arrive de penser que nous pourrions ne plus être ensemble? Oui, Que ferais-tu alors, mon amour? je mourrai sans hésiter. Si tu m'aimais assez, tu ne voudrais pas mourir. C'est ce que tu penses? Oui, Mais pourquoi? parce que sans la vie, il n'y a rien. Mais sans toi, il n'y a pas de vie. Le lendemain du combat, dans le réfectoire, les gladiateurs mangeaient comme d'habitude. Mais Spartacus avait envie ce jour-là de dire non. Il voulait se lever, parler et ouvrir son cœur. Mais quand il parlera, il n'y aura plus de retour en arrière. Les entraîneurs essaieront de l'arrêter. Malgré tout, il se mit à parler. Sommes-nous des chiens pour que vous claquiez vos fouets? Spartacus, suivi d'une douzaine d'hommes, se mit debout. Les fouets claquaient de plus belle et les entraîneurs sortirent leurs couteaux. Mais les gladiateurs foncèrent sur eux et les tuèrent. Les femmes qui étaient présentes abattirent le cuisinier. Tout cela se passa sans autre bruit que le grondement sourd des gladiateurs en marche. Rassemblez-vous autour de moi. Je suis libre. Il n'y a pas eu un instant de liberté pour mon père ou pour mon grand-père, mais en cet instant, je suis libre. Êtes-vous mon peuple? Jamais plus je ne serai gladiateur. Je mourrai avant. Êtes-vous mon peuple? Il faut maintenant que nous soyons camarades et que tous ensemble, nous ne fassions qu'un. Nous allons nous battre et nous nous battrons bien parce que nous sommes les meilleurs combattants du monde. À cet instant, Spartacus devint chef. Sa petite armée jeta des pierres sur les soldats qui protégeaient l'école. Et ils réussirent à s'échapper sur la route. Déjà,
D'autres esclaves qui étaient dans les champs commençaient à les rejoindre. Et beaucoup comprirent enfin. Ils étaient forts, parce qu'ils étaient nombreux. Bonsoir, Caius. Ah, Julia, je m'en vais. Mais reste. Laisse-moi te servir un verre de vin. Volontiers. Quels sont tes désirs, Caius? Si tu en as. Le plaisir. Et si jeune que tu sois, c'est de plus en plus dur à trouver, n'est-ce pas? Voyons, Julia, ai-je l'air si maussade? Ou si heureux? Ah, le rôle de Vestale virginale, Juliane et Garcin. Tu es bien plus habile que moi, Caius. Je ne sais pas être aussi cruel que toi. Et je ne tiens pas à être cruel, Julia. Tu m'as embrassé pour le prouver? Ici? Antonius n'est pas là. En ce moment, il est dans l'écurie avec cette petite blonde que tu as ramenée. Il fait saillir son étalon pour l'impressionner. Ah, quoi? Pour Claudia? Non, non, je crois pas. Quelle petite canaille tu fais. Et tu m'embrassais. C'est tout? Veux-tu cette Non, nuit- vraiment, Julia. Ne me dis pas non, je t'en prie. De toute façon, tu n'auras pas ta Claudia ce soir. Je connais mon mari. Ce n'est pas ma Claudia et je ne tiens pas à la voir ce soir. Alors, Très bien. Très bien, Julia. Voilà. Je préfère qu'on n'en parle plus pour le moment. D'accord? tu ne veux pas. Et ce n'est pas que je veuille ou que je ne veuille pas. Je préfère ne plus en parler pour l'instant. Voilà. Je suis lasse et je voudrais aller me coucher. Je pense que j'ai ce que je mérite. Je t'en prie, Julia, ne le prends pas comme ça. Et comment veux-tu que je le prenne? Je sais pas, voilà, je suis fatigué. C'est tout. Non! Ce n'est pas tout, Caius. Je te regarde en me demandant ce que tu es. Et je me déteste. Tu es si beau. Et si pourri. Pourri comme nous tous. Nous sommes tous malades, rongés par la peur de la mort. Mais nous aimons la mort. Nous sommes amoureux d'elle, n'est-ce pas, Caius? Dis-moi que tu n'as pas pris du plaisir à voir tous ces esclaves morts sur les croix. Dis-le! Sais-tu seulement comme tu es beau là, sous ce clair de lune? Le jeune Romain, la fine fleur du monde dans tout l'éclat de sa jeunesse et de sa beauté. Et pas de temps à perdre avec une vieille femme. Mais je suis aussi pourri que toi, Caius. Et je te hais aussi fort que je t'aime. Et je voudrais te voir mort. Je voudrais que quelqu'un te tue et t'arrache ton sale petit C'est cœur. tout, Julia! Non, ce n'est pas tout. Je voudrais être morte aussi. Ah, mais ça, ce sont de vœux fort réalisables. Sale Allez, bonne nuit, Julia.
Rien ne peut vraiment te troubler, n'est-ce pas? Pas même les croix. Pourquoi veux-tu qu'elle me trouble? Ce n'était pas une critique. Je trouve ça admirable, au contraire. Admirable qu'une femme ne soit pas une femme. J'accepte le monde dans lequel nous vivons. Je n'en connais pas d'autre. Et toi? Non. Tu n'éprouves rien pour moi. Je trouve que tu es une jeune femme ravissante et très intelligente. Et moi, grand général. Je trouve que tu es un porc. C'est bon marché et très plaisant à l'œil. Une fois la couleur lessivée, bien sûr. Alors tu aurais dû acheter les monuments de Spartacus. Ah, avant que Gracchus nous les ait fait mettre en pièces. Les monuments? Il a fallu les démolir. Mais quels monuments? Si je ne me trompe pas, c'est bien Gracchus qui a ordonné leur destruction. Tu ne te trompes jamais. Il y avait bien 2 grands monuments sculptés par les esclaves. Je ne les ai jamais vus, mais j'ai ordonné leur destruction. Comment as-tu pu faire ça? Il y en avait 2. L'un était une image d'esclave, debout, les jambes écartées. Il venait de rompre ses chaînes. D'une main, il serrait un enfant contre son cœur, de l'autre, il tenait une épée. L'autre monument était plus petit. Il y avait 3 gladiateurs. Derrière eux se tenait une femme, une poitrine superbe. Il paraît que c'est Varinia qui a servi de modèle. Varinia? Pourquoi les détruire? Tu voulais qu'on laisse leur monument pour que tout le monde puisse se dire voilà ce que les esclaves ont fait? Mais Rome est assez forte pour ça! Bien dit. À quoi ressemble le visage de Varinia? Je crains de ne pas avoir gardé un souvenir très net. Elle avait l'air d'une germaine, avec de longs cheveux, une longue robe. Coiffée en natte avec un chignon. Un buste bien formé. Une poitrine comme on les aime. Mais tu as détruit ce monument aussi! J'ai suivi les ordres du Sénat. On dit que la guerre servile était une petite affaire. Mais ce n'est pas vrai. Jamais personne n'a été aussi près que Spartacus de détruire Rome. Et si les croix exemplaires sont désagréables à regarder, songez un peu à ce que j'ai pu éprouver en voyant les cadavres de mes meilleurs soldats joncher le terrain. Je n'ai donc pas hésité à détruire ces sculptures. Bien au contraire, nous avons broyé la pierre en poudre pour qu'il n'en reste rien. Et nous effacerons progressivement le souvenir de cette guerre. L'ordre des choses veut que les uns dirigent et que les autres obéissent. Ainsi en ont voulu les dieux. Ainsi en sera-t-il. Dans les premiers temps, le Sénat n'a pas pris en compte la révolte qui venait d'éclater à Capoue. Et Gracchus, qui était au courant, n'a pas pris au sérieux cette révolte malgré l'insistance de ses conseillers. Je vous en prie, messieurs, dois-je vous rappeler que nous n'avons affaire qu'à une poignée de misérables esclaves et non pas à une invasion barbare? Et même si c'était le cas,
Il me semble que vous pourriez avoir une autre attitude. Un sénateur ne se doit-il pas de conserver quelque dignité? Alors, j'entends bien votre crainte que cette révolte pourrait avoir des conséquences graves. Mais permettez-moi de ne pas être de votre avis. Que sait-on vraiment de cette insurrection? Et où est donc le grand Crassus? Oh, je vous assure que si la situation l'exigeait, il serait parmi nous en ce moment. Or, il est à la chasse. Alors, je sais que certains d'entre vous ont eu leur villa incendiée par ces esclaves, et que d'autres ont perdu toute leur fortune. Cela est regrettable. Mais faut-il pour autant que nous rappelions toutes nos légions d'Espagne, alors que la garnison de Rome n'a d'autre chose à faire que de nous protéger? Envoyons-la combattre, et qu'elle leur fasse goûter un peu à l'acier romain. J'entends déjà vos critiques, que la cité de Rome restera sans défense. Vous n'avez pas complètement tort, car, ne nous le cachons pas, il y a plus d'esclaves à Rome que de Romains. Mais c'est pour cela que je n'ai pas dit toute la garnison. 6 cohortes suffiront amplement. Les autres resteront ici, à Rome, pour vous protéger de vos servantes. Une fois les troupes en marche, nous rappellerons, mais sans empressement, une de nos légions d'Espagne. Et lorsque ces brigands penseront être sortis d'affaire, nous l'enverrons achever le travail. Oh, messieurs, dites-vous bien que cette révolte n'aura que l'importance que vous lui apporterez. Nous avons reçu un premier rapport. Un certain Spartacus y est mentionné. Les esclaves sont de plus en plus nombreux, rejoints par d'autres esclaves qui croisent sur leur route. Ils auraient établi leur quartier général sur le versant rocailleux du Vésuve. Tiens-moi au courant. Les cohortes urbaines ont été mises en déroute par les esclaves. Je veux des nouvelles dans les prochaines heures. Un jeune homme vient d'arriver aux portes du Sénat. Il souhaite vous parler. Il tient dans sa main le bâton du légat. Le bâton du légat. Qui es-tu? Je m'appelle Aralus Portus. Je suis soldat dans la 3e cohorte et j'ai un message à vous adresser. Je t'écoute. Après la première attaque que nous avons subie de la part des esclaves, nous avons continué au sud de Capoue, à l'affût du moindre danger. Tout paraissait tranquille. Et tout à coup, sur notre chemin, nous avons rencontré 4 esclaves, 3 hommes et une femme. Des soldats de la 2e cohorte se sont emparés de la femme. Alors, les 3 hommes esclaves ont voulu la défendre. Mais les soldats l'ont tuée à coups de lance. Ils les ont tués tous les 3. Quand je me suis approchée pour voir ce qu'il se passait, ils avaient formé un cercle autour de la femme. Ils lui avaient arraché ses vêtements, l'avaient plaquée au sol, les bras en croix, les jambes écartées. Et à tour de rôle, ils ont commencé à... Je vous passe les détails. Ensuite, comme il était trop tard pour continuer, nous avons dressé un camp pour la nuit. Et là, au beau milieu de la nuit, j'ai entendu des hurlements. J'ai tout de suite compris ce qu'il se passait. Spartacus et son armée étaient en train de nous attaquer. Ils massacraient tous les soldats du camp. Comme je ne savais pas quoi faire, je suis partie en courant à travers champs. Et là, je suis tombée sur des femmes esclaves. Oh, on aurait dit des animaux sauvages. Elles avaient toutes des javelots et l'une d'elles a tiré et m'a blessée. C'est alors que d'autres esclaves sont arrivés. Ils m'ont saisi par les bras, par les jambes, et l'un d'eux a commencé à approcher un couteau de ma gorge, prêt à m'égorger. Heureusement, quelqu'un est arrivé derrière eux et a crié. Attendez! Et le couteau s'est arrêté à 1 centimètre de ma gorge. Va-t'en voir ton Sénat et donne à tes sénateurs ce bâton d'ivoire. Je te nomme légat. Va leur dire ce que tu as vu. Dis-leur qu'ils ont envoyé leur cohorte contre nous et que nous avons détruit leur cohorte. Dis-leur que nous sommes des esclaves, des outils qui ont une voix. Rapporte-leur ce que dit notre voix. Nous disons que le monde en a assez d'eux. Assez de votre Rome pourrie, de votre Sénat pourri. Le monde en a assez de la richesse et de la splendeur que vous avez amassée au prix de notre sang. Le monde est las d'entendre le chant du fouet. Au début, les hommes étaient égaux. Ils vivaient en paix. Ils partageaient entre eux ce qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, il y a 2 sortes d'hommes. Le maître et l'esclave. Seulement,
nous sommes bien plus nombreux que vous. Bien plus nombreux. Nous chérissons nos femmes. Nous sommes toujours à leur côté, nous nous battons auprès d'elles. Vous faites de vos femmes des putains et vous traitez les nôtres comme on traite du bétail. Nous pleurons quand on nous arrache nos enfants et nous les cachons parmi les moutons pour pouvoir les avoir avec nous un peu plus longtemps. Vous élevez vos enfants comme on élève du bétail et vous faites des enfants à nos femmes pour pouvoir les vendre sur le marché au plus offrant. Vous transformez les hommes en chiens déchaînés et vous les envoyez dans l'arène s'entre-déchirer pour votre plaisir. Et tandis que vos nobles dames romaines nous regardent nous entretuer, elles caressent les bichons qu'elles ont sur leurs genoux et leur jettent des friandises à croquer. Quel gâchis vous avez fait de la vie. Vous avez tourné en dérision tout ce dont rêvent les hommes. Le travail de leurs mains, la sueur de leur front. Vos citoyens vivent au crochet de l'État. Ils passent leur journée au cirque ou au champ de course. Vous avez fait de la vie une triste parodie. Vous l'avez dépouillée de toute valeur. Vous tuez pour le plaisir de tuer, et votre plus grand amusement consiste à voir le sang couler. Vous envoyez des enfants trimés à mort dans les mines, et vous avez édifié votre grandeur sur les dépouilles du monde entier. Eh bien, c'est fini! Dis à ton Sénat que c'est fini. C'est la voix de l'outil qui parle. Dis à ton Sénat qu'il envoie ses armées, nous les détruirons. Le monde entier entendra parler de la voix de l'outil. Et à tous les esclaves du monde, nous leur crierons, soulevez-vous et rejetez vos chaînes. Nous allons parcourir l'Italie. Et partout où nous irons, les esclaves se joindront à nous. Et puis un jour, nous attaquerons votre ville éternelle. Dis cela à ton Sénat. Et ce jour-là, nous jetterons bas les murs de Rome. Nous irons jusqu'au palais où siègent ces sénateurs, nous les arracherons de leurs bancs, nous les dépouillerons de leurs toges, pour qu'ils soient nus, et pour qu'on les juge comme on nous a toujours jugés. Tous les crimes qu'ils ont commis, on les retrouvera, on en dressera une liste. Dis-leur cela, qu'ils aient le temps de se préparer et qu'ils fassent leur examen de conscience. Nous leur demanderons de témoigner, et nous avons la mémoire tenace. Alors, quand la justice aura été rendue, nous bâtirons des villes plus belles, des cités libres, sans murs, où les hommes pourront vivre en paix, dans le bonheur. Voilà le message que je te charge de transmettre à ton Sénat. Et dis bien, c'est le sénateur qui vient d'un esclave, qu'on appelle Spartacus. Ah, Crassus, je t'attendais. Nous avons discuté toute la matinée avec le Sénat sur la guerre contre Spartacus. Nous avons 8 légions prêtes à combattre contre lui, mais personne pour les commander. Comment va ta santé? Excellente. En d'autres termes, le Sénat veut me donner le commandement des légions, c'est bien ça? Comme tu l'espérais, n'est-ce pas? As-tu réfléchi au prix que coûteraient mes services? Nous achetons n'importe quoi ces temps-ci, alors quel est ton prix? Je veux être élu premier consul, commander toutes les légions d'Italie, et que l'autorité du Sénat soit abolie. De la dictature? De l'ordre. Faites-moi savoir si mes conditions vous conviennent. Oh, mais je peux te répondre tout de suite. Et te dire qu'elles sont inacceptables. Je sais. Pour le moment, peut-être. Mais avec le temps, le Sénat changera. Et quand le jour sera venu, je serai prêt. Regardez le vieux Gracchus d'or. Toute ma vie, je m'efforcerai de parvenir à une pareille dignité. Et tu en seras toujours bien loin. Je dormais? J'étais en plein rêve. Des choses agréables. Oh, des choses du passé. J'ai bien peur que la mémoire ne soit pas un bienfait pour l'homme. Crassus était en train de nous parler de la guerre quand t'étais en train de dormir. Oh, j'en ai assez de Spartacus. Il n'y a donc que la politique et la guerre. Je crois bien savoir ce que Crassus vous racontait.
Il est en train de vous dire que les esclaves allaient gagner toutes les batailles parce qu'ils n'apportaient aucune importance à la vie humaine. Je me trompe? Ah, tu pourrais difficilement te tromper. Ils étaient invincibles, tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre le luxe d'une défaite, c'est tout. Puisque la guerre et la politique t'agacent, Julia, parlons un peu de Varinia, la femme de Spartacus. Impossible. C'est un personnage inventé de toutes pièces. Pourquoi, ma chère? Il n'existe pas de femme comme elle. Non, ma foi, c'est possible. Quand j'ai pris la direction des opérations, la guerre durait depuis des années. J'ai d'abord découvert qu'il n'y avait pas plus de 45 000 combattants pour Spartacus. Il n'a jamais eu de cavalerie comme Hannibal. Et pourtant, il a été plus près que lui de faire plier le genou à Rome. Quant à notre armée, nos hommes s'entraînent 5 heures par jour, 7 jours par semaine. Voyons, Crassus, tu devais nous raconter une histoire sur Varinia. Je plante mon décor. Lors d'une de nos batailles, nous avons été coincés en entonnoir par les hommes de Spartacus. Nous avons battu en retraite, nous sommes allés dans la forêt. Là, nous avons découvert le camp des esclaves avec femmes et enfants qui attendaient. Un certain nombre d'enfants jouaient dehors sous la surveillance de quelques femmes. Les cavaliers sont arrivés en trombe et ont tué femmes et enfants. Mais les autres femmes ont déboulé par la porte, armées de couteaux, d'épées et de javelots. Et Varinia? Tu veux dire que les femmes ont attaqué les soldats? Exactement. La bataille a duré plus d'1 heure. D'après ce qu'on m'a dit, les femmes étaient commandées par cette créature déchaînée aux longs cheveux blonds. Varinia. Je n'en crois pas un seul mot. Personne ne t'oblige à y croire. Je t'en prie, raconte-nous la suite. Nous avons perdu. Varinia n'a pas été tuée? Non. Elle vit toujours? Tout cela n'a guère d'importance. Pourquoi tu dis ça? Spartacus est mort. Varinia n'est qu'une esclave. Le marché de Rome en regorge. Dis-leur ce que tu as fait de Varinia. Que dis-tu? Un jour, Crassus, le monde sera trop petit pour toi et moi. Quoi? Pourquoi gardes-tu cette étole? Voilà. Il a fallu des semaines pour faire cette robe. Il ne devrait plus que quiconque respecter le travail d'une esclave et être fier de la porter. Approche. Il appartenait à une reine barbare. Il est lourd. Tu le trouveras léger un jour, tu verras. Assieds-toi. Veux-tu du pigeon et du miel? Non. Tu aimeras ça. Et un morceau de melon et un peu de vin, bien sûr. Mange! Je ne t'ai pas ordonné de manger. Je t'ai invité à le faire. Tu es peut-être gêné par le luxe qui t'entoure, ça t'empêche de parler? Pourquoi suis-je ici? Excellente question et combien féminine. Ton enfant se porte bien? Très bien. J'ai acheté une nourrice pour lui hier soir. Je préfère nourrir mon enfant moi-même. Tu devrais commencer à regarder ta nouvelle vie en face. Je me moque de ma nouvelle vie.
Mais tu ne te moqueras pas de la vie de ton enfant, n'est-ce pas? Tu crois qu'en me menaçant de tuer mon enfant, tu te feras aimer de moi? Je te demande pardon, Varinia. Cela ne sert à rien de se lamenter. Je ne me lamente pas. Je me souviens. Est-ce que je suis présent dans tes souvenirs? Oh non! Tu marches entre les deux précipices de l'insulte et de la vérité. Bon. De quoi te souviens-tu lorsque tu revois Spartacus? Cela t'est peut-être pénible de parler de lui. Non. C'était un homme qui avait appris à vivre tout seul, comme un animal. Et pourtant, le jour où il est mort, des milliers d'hommes auraient voulu mourir à sa place. C'était un dieu pour vous? Non, ce n'était pas un dieu. C'était un homme ordinaire, un esclave. Je n'ai jamais aimé d'autre homme et je n'en aimerai jamais un autre. Je ne pouvais aimer que Spartacus. Il était pur, comme un enfant. Spartacus pur? Pour moi, il l'était, Mais oui. il a déclenché ce soulèvement et mis le feu à la moitié du monde. Mais nous n'avons pas mis le monde en feu. Tout ce que nous voulions, c'était notre liberté. Mais vous étiez esclaves. Et pourquoi les uns seraient des esclaves et les autres des êtres libres? Voyons, Varinia. Ne pleure pas, Spartacus. En 10 ans, plus personne ne se rappellera son nom. Le monde ne se souvient que de ceux qui bâtissent. Il a bâti l'espoir. L'espoir. Envoler l'espoir. Comme des cendres de la poussière. Mais pourquoi me harcèles-tu ainsi? Pourquoi ne me vends-tu pas? Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Qui était vraiment Spartacus? N'aie pas peur de me parler. Je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur. Tu dis que c'était un boucher, un tueur. Mais c'était le plus généreux et le plus noble de tous. Tu veux que je t'en parle? Les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes dans votre classe et chez les esclaves. Chez nous, un homme égale une femme. Nous travaillons autant, on nous fouette autant, nous mourrons tous de la même façon. Et nous, les femmes, nous avons pris des lances et des épées pour combattre avec nos hommes. Spartacus était mon camarade. Nous étions unis, nous ne faisions qu'un. Lorsqu'en son meilleur ami est mort, il a posé sa tête sur mes genoux et il a pleuré comme un petit garçon. Quand mon premier enfant est mort-né, j'ai pleuré à mon tour et c'est lui qui m'a consolée. La première fois que j'ai reposé dans ses bras, j'ai eu peur. Et puis soudain j'ai compris que je ne mourrais jamais. Mon amour était immortel. On veut faire de lui un géant. Mais ce n'était pas un géant. C'était un homme comme les autres. Il était bon, doux, rempli d'amour. Contrairement à vous. Crassus, qui possède Varinia. Libère-la. Qui t'a vendu cette information? J'ai mon service de renseignement. Mais je ne tournerai pas autour du pot, j'irai droit au but. Je suis prêt à te payer le prix le plus important qu'on ait jamais versé pour une esclave à Rome. Je veux bien te donner 1 million de sesterces si tu acceptes de me céder Varinia. Mais comment veux-tu que j'accepte un prix pareil? Que dirait-on de moi? Oh, cesse de te moquer. Moi, me moquer? Mais c'est toi qui te moques. Je n'ai rien que tu puisses acheter. Mon offre était sérieuse. La réponse n'est pas moins. Dans ce cas, je double mon prix. 2 millions. Je n'aurais jamais cru qu'on pouvait gagner des sommes pareilles en politique. 2 millions. À prendre ou à laisser. Tu m'ennuies. Donc, Crassus possédait ce que désirait Gracchus, ma mère. Oui, Varinia est ma mère. Elle est morte il y a 1 mois. Et elle n'a jamais voulu me dévoiler qui était mon père. Et je pense que c'est Spartacus, évidemment. Elle n'a connu que lui. Pendant combien de temps la querelle entre Gracchus et Crassus a duré? Quelques semaines. Et Crassus n'a jamais cédé aux avances de l'argent. Mais elle était
déjà enceinte de moi lorsqu'elle est arrivée à la villa. Je ne crois pas, non. Non, votre frère n'était encore que nourrisson. Mais si elle n'était pas enceinte à son arrivée à la villa, cela voudrait donc dire qu'elle est tombée enceinte dans la villa? En fait, je serais la fille de Crassus. Mais non, 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 c'est impossible. Elle n'aurait jamais pu s'offrir à cet homme-là. Quand bien même elle l'aurait fait, elle n'aurait jamais pu garder l'enfant de son bourreau. Jamais elle n'aurait pu se résoudre à aimer l'enfant d'un homme tel que lui. Il représentait tout ce qu'elle haïssait. L'abondance, le pouvoir, la gloire. Il y a forcément une autre explication. Combien de temps est-elle restée dans la villa? Et comment a-t-elle fait pour s'en échapper, pour quitter cette villa et se rendre dans les Alpes? Elle n'a jamais voulu me parler de toute cette période de sa vie. J'ai besoin de faire toute la lumière sur cette histoire. Racontez-moi. Je ne sais plus. C'était il y a longtemps. Dites-moi la vérité! Je vous en prie. Votre mère était une femme admirable. Elle avait quelque chose de plus que les autres esclaves. Quelque chose qu'on ne trouvait même pas chez certains maîtres. Le désir de vivre. Et au début, pour Crassus, c'était seulement un jeu. Il voulait posséder la femme de son ennemi. Mais très vite, le jeu s'est transformé en obsession. Nuit et jour, il ne faisait que parler d'elle. Tentant désespérément tous les moyens possibles pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Mais moi, j'étais amoureux de Crassus. Tous les jours, j'étais de plus en plus jaloux de Varinia. Alors j'ai cherché désespérément n'importe quel moyen pour m'en débarrasser. Et j'ai trouvé l'allié parfait. Gracchus. Je suis allé le voir. Je lui ai proposé de lui amener Varinia en cachette. Il a accepté de suite. Alors je suis allé voir Varinia et je lui ai dit que si elle me suivait, elle pourrait être libre dès le lendemain. Elle a accepté et 2 heures après, nous étions dans les appartements de Gracchus. Chambre pour ton enfant, avec un berceau et tout ce dont tu pourras avoir besoin. Tu verras, il sera bien ici. Tu n'as rien à craindre. Cette villa est bien moins luxueuse que celle de Crassus. La plupart du temps, je ne mange que du poulet, de la viande et du pain. Mais ce soir, j'ai un homard délicieux avec un bon petit vin pour toi. Les fruits et le pain me suffiront. C'est vrai que nous autres Romains, nous avons une manie qui est de toujours parler de bonne chair. Je n'ai jamais compris pourquoi. Bien, nous passons notre temps à essayer de remplir notre vie. Pour les barbares, manger, rire, boire, faire l'amour sont des choses naturelles. Pour nous, cela devient des rites. Nous parlons de la soif et de la faim, mais nous ne savons jamais ce que c'est. Nous parlons de l'amour, mais nous n'aimons jamais vraiment. L'amusement a pris la place du bonheur. Et nous passons notre temps à essayer de toujours remplir notre vie en cherchant quelque chose de plus excitant, de plus amusant. Nous sommes devenus de véritables brutes. Tu comprends ce que je dis, n'est-ce pas? En partie. Mais en restant avec Crassus, tu aurais été la femme la plus puissante du monde. Mais il a tué Spartacus. Et nous sommes tous responsables de la mort de Spartacus. Et je suis tout aussi coupable que Crassus dans cette histoire. Et pourtant, tu n'as pas peur de moi. Voyons, Varinia. Je vois bien que le pouvoir, la gloire et la richesse ne t'intéressent pas. Que veux-tu vraiment? Je veux être libre. Je veux partir loin de Rome et voir mon fils grandir libre. Libre? Mais libre de quoi? Libre d'être abattu, libre d'être sans foyer, libre de crever de faim, libre de trimer dans les champs comme le font tous ces esclaves.
Certes, Rome est une putain. Mais je mourrais s'il me fallait quitter Rome. Rome était contre Spartacus, et Spartacus était contre Rome. Et une fois qu'il aurait détruit Rome, Spartacus aurait construit quoi à la place? Un monde sans esclaves ni maîtres, un monde sans guerre ni misère, un monde en paix. C'était ça le rêve de Spartacus. Bâtir un monde sans fouet. Et comment as-tu appelé ton enfant? Spartacus. Évidemment. Et tu lui parleras de son père. Mais il n'y aura plus d'homme comme Spartacus. Alors comment tu feras pour lui expliquer ce qui faisait la pureté et la douceur de son père? Je lui dirai qu'il s'est dressé contre le mal, qu'il s'est opposé à lui, et qu'il n'a jamais pactisé avec. Quelle naïveté. Il faut être jeune pour rêver. Et moi je suis déjà trop vieux pour ça. Moi je reste là vautré à attendre que la mort vienne. Spartacus était-il bel homme? Varinia? Varinia, qu'est-ce que j'ai dit? Rien. J'aimais tellement Spartacus. Il était différent. C'était un thrace, avec un visage large et plat, avec un nez cassé. Les gens disaient de lui qu'il ressemblait à un mouton, mais moi je le trouvais très bien comme il était. C'est tout ce que je m'étais dit avant que tu n'arrives, ma chère. Je m'étais dit que je souhaitais une nuit d'amour avec toi. J'y ai très vite renoncé. Ensuite, je me suis dit que je souhaitais une nuit d'estime et de respect. Voir dans les yeux d'une femme que je peux être autre chose qu'un vieux porc. Et à ça aussi, j'ai renoncé. En fin de compte, tout ce que je souhaite, c'est la gratitude. Alors, veux-tu rester avec moi et que nous bavardions tout en grignotant et en buvant un peu? Veux-tu t'asseoir et jusqu'à demain matin, que nous bavardions? Et demain matin, je te rassure, un de mes hommes viendra avec les chevaux et t'amènera loin de Rome, où tu pourras vivre libre et en paix pour toujours. Veux-tu cela pour moi? Varinia, je ne cesserai jamais de te remercier. Tu n'auras pas à me remercier. Tu me rends plus heureuse que je n'avais cru pouvoir l'être encore. Jamais je n'aurais imaginé retrouver le sourire après la mort de Spartacus. Je pensais que la vie serait comme un désert. Et pourtant, il disait que la vie était plus importante que tout. Mais ce soir, grâce à toi, je suis libre. Donc, Gracchus, le sénateur Gracchus serait... Et qu'est-il devenu après le départ de ma mère? Aujourd'hui. Tout est différent aujourd'hui. Tiens, voici de l'argent et des lettres de manumission pour chacune de mes esclaves. Je veux que tu leur donnes et que tu leur dises de quitter la villa dès maintenant. Je comprends rien. Pourtant, ce que je dis est bien clair. Vous êtes riches et vous êtes libres. Et puis, d'abord, t'ai-je déjà permis de me désobéir? Mais qui cuisinera pour toi? Qui s'occupera de toi? Fais ce que je te dis. S'il te plaît. Va.
Maman, depuis ta mort, le doute s'est emparé de moi. J'ai tenté de chercher la vérité et je n'ai trouvé que le chaos. J'ai voulu chercher. Maman, qui était vraiment mon père? Spartacus, celui que tu as aimé? Le général Crassus qui t'a maintenu captive ou le sénateur Gracchus qui t'a rendu libre? Qu'importe. Maman, aujourd'hui je suis là devant toi, et même si tu n'es plus que poussière, et même si votre combat a été réduit en cendres, je continuerai à porter ton histoire. Et tant que des hommes trimeront pour que d'autres s'enrichissent, je crierai le nom de Spartacus.